Salut tout le monde. On va bien les gars? On va bien, on est rentrés, on a retrouvé nos familles, ça c'était cool. Séquence émotion, parce que moi du coup j'ai fait la surprise. Tu as fait plein de surprises. On a fait plein de surprises, tu mettras Anaïs, les elle a fait images. des surprises, ça dure une semaine pour rentrer. On est rentré le 18, le 22 on était encore cachés. Et oui, mais bon, il y avait du monde aussi à faire la Anaïs surprise. a une grande famille. Alors que moi il n'y avait pas de surprise, tout le monde était au courant que je rentrais le 18. Et c'était trop cool de retrouver les petits, la famille, les proches. Donc on a bien profité la première semaine. On a utilisé notre carte Joker, on vous a sorti une vidéo de derrière les fagots. Ça nous permet de garder l'algorithme, vous avez compris. Ce qui était rigolo, c'est que quand je l'ai remonté, j'ai vraiment vu le gap. Oui, mais Lily aussi, il y en a quelques-uns qui ont vu le gap. Il y en a 2-3 qui ont vu, c'était laborieux les débuts. Mais bon, c'était le début. Voilà, c'était les débuts. Bref, on est là pour répondre, pour faire un bilan et répondre à vos questions parce que vous avez encore des questions. Un bilan rapide, parce qu'en réalité, on a déjà fait un bilan pour les 1 an de voyage. Et on n'a pas grand-chose à vous dire de plus. Globalement, les 6 mois qui ont suivi, c'est vrai qu'on a fait des pays dont on n'a pas parlé dans les 6 premiers mois. Peut-être que le classement, voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin, on va vous donner notre top 3. Peut-être pas des pays, mais au moins des destinations, des endroits qui nous ont le plus plu durant ce voyage. Et vous nous posez des questions qui auraient pu faire sujet d'un bilan, mais au final, voilà. Plutôt y répondre sous forme de FAQ. Voilà. Juste un petit rappel pour les personnes qui nous découvriraient à travers cette vidéo. Donc Manu, Anaïs, on est parti en voyage en Asie pendant 17 mois, le 1er avril 2024. Et globalement, on a voyagé dans une douzaine de pays, 11 ou 12. Et on a commencé donc par le Népal où on est resté 2 mois, l'Inde où nous sommes restés 3 mois. Alors sur ces 2 destinations, vous ne trouverez pas de vidéo sur la chaîne. On vloguait pas. On prépare, on a un petit projet, on prépare un truc qui vous permettra d'avoir un échantillon, un aperçu de ce que fut notre voyage en Inde et au Népal. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Ensuite, on est passé au Sri Lanka, dont vous avez pu découvrir la toute première vidéo justement la dernière fois. Et nous y sommes restés 1 mois. Ensuite, nous sommes partis. On a fait un passage à Kuala Lumpur. Premier passage à Kuala Lumpur de 2 jours, qui était trop cool. Voilà. C'était juste une petite escale en fait. Avant d'arriver au Japon, où nous sommes restés 1 mois. Philippines ensuite, presque 2 mois, 1 mois et 3 semaines on est resté. 50 et quelques jours, oui, donc quasiment 2 mois. Singapour, 2-3 jours, 2 jours et pas demi. plus, hein, ça nous a tués. C'était très bien, mais c'était excessivement cher. Sumatra, Indonésie. Sumatra pendant 1 mois. On a bien aimé. Malaisie. Également. Alors la Malaisie, on l'a fait plusieurs fois. Entre la petite escale juste avant dont on vous disait à Kuala Lumpur. Là, cette fois, on l'a faite du sud vers le nord. Ensuite, on est rentré en Thaïlande. Exactement. On est remonté jusqu'au nord de la Thaïlande pour rentrer au Laos. Tout à fait. Ensuite, on est allé au Vietnam. Oui. On est resté que 10 jours. Ouais, alors le Vietnam, c'était on n'aura rien à vous dire sur le Vietnam. Ensuite, Thaïlande. Re-Thaïlande, on est passé 3 fois en Thaïlande. Exactement. Cambodge. On a fait toute la partie centrale avec les îles qui se trouvent côté Cambodge. C'est vrai. Cambodge également, on est resté quasiment 1 mois. À ce moment-là, les frontières terrestres étaient ouvertes. On ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais nous, on avait passé la frontière terrestre. La plupart sont toujours ouvertes aujourd'hui, les frontières terrestres, mais il y a quand même quelques problèmes et tensions au niveau justement des affrontements qui sont dans le nord du Cambodge. Mais sinon, toutes les frontières qui sont côté littoral sont ouvertes, il n'y a aucun souci. Vous pouvez accéder au Cambodge, qui reste un pays tout à fait sûr. Il y a vraiment une zone où l'armée thaïlandaise et l'armée cambodgienne actuellement s'affrontent. Mais voilà, il n'y a pas de paranoïa à avoir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous évitez seulement cette région. Et il n'y aura aucun souci. Le Cambodge, c'est un grand pays, mine de rien, et des régions, vous en avez beaucoup. Surtout que les plus intéressantes pour moi ne sont pas concernées. C'est une très belle région, malheureusement, là où les affrontements ont lieu. C'est un très beau temple également. Peut-être pour ça qu'ils se battent aussi, parce qu'il a une vraie valeur historique. Mais vous ne raterez rien en n'y allant pas dans ce coin-là. Vraiment, le reste du Cambodge est tout à fait magnifique et reste à découvrir sans vous soucier de cette partie. Voilà. Ensuite, on est allé encore une fois en Indonésie, à Java. On devait poursuivre Flores, mais on a laissé tomber l'Indonésie. Je pense que l'Indonésie est devenue beaucoup trop touristique, dans le sens où beaucoup trop de monde va en même temps là-bas et que le pays n'a pas su suivre au niveau du développement. Et le peu qui a été fait, c'est pas forcément les bonnes choses. C'est pas très sécuritaire. Donc, enfin, sécuritaire, attention, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de vol. Non, il n'y a pas d'agression. Il faut vraiment que tu expliques quand tu dis sécuritaire. Oui, sécuritaire. Parce que ça peut laisser porter à confusion. Les encadrements des volcans, par exemple. Les transports, les bateaux, les ferries, tout est très vieux et n'est pas adapté à la masse de touristes qui viennent visiter la région. Je crois que cette année, il y a eu 3 ou 4 naufrages de bateaux entre les îles. Il y a eu énormément de problématiques de surtourisme dans certaines régions de Bali, de Lombok également.
Et voilà, c'est une destination qui est très très à la mode. Bali est très à la mode. Et donc du coup, on a préféré éviter cette partie-là de l'Indonésie. Ouais. On la refera peut-être plus tard parce que les modes, ça change. Hier, c'était le Mexique. Avant-hier, c'était la Thaïlande. Aujourd'hui, c'est l'Indonésie et Bali qui sont au top. Donc voilà, on s'adapte et on retournera probablement en Indonésie parce que c'est un immense pays avec des régions comme Sulawesi, la Papouasie occidentale. Il y a beaucoup de choses à découvrir, à voir qui sont hors des sentiers touristiques et dont on se fera un plaisir d'aller voir. Ensuite, du coup, on est retourné en Thaïlande. On est retourné en Thaïlande également. Et on a atterri à Phuket et on a fait que les îles qu'on n'avait pas fait quasiment, à part Koh Lanta où on s'est arrêté un petit moment. Ouais, c'est vrai qu'on a fait Koh Phi Phi, Krabi, Koh Mook. Voilà, on a fait des destinations qu'on n'avait pas fait. Globalement, sur la chaîne, vous trouverez une playlist Thaïlande qui réunit quasiment toutes les destinations, presque toutes les destinations que vous pourriez envisager pour un voyage. Donc si vous êtes intéressé par la Thaïlande, n'hésitez pas à aller checker la playlist. Et on a fini par la Malaisie. Une dernière fois, et cette fois du nord au sud, dans le sens inverse. Et là aussi, on a pu découvrir deux endroits qu'on n'avait pas vus lors de notre premier passage. Une ville, Ipoh, qui était un petit peu moins intéressante que ce qu'on pensait, et Malacca, qui était une vraie pépite et un vrai plaisir de découvrir. Donc voilà, globalement, l'itinéraire qu'on a réalisé sur 17 mois dans les pays dans lesquels on a voyagé. Du Sri Lanka jusque la dernière vidéo à Kuala Lumpur. Vous avez chaque destination qui est faite en vidéo et on vous invite à regarder dans les playlists celles qui pourraient vous intéresser pour un futur voyage. Alors, la première question n'est pas des moindres parce que ça fait plusieurs fois qu'elle nous pose la question. Oui, c'est pour moi. On est là, alors, Lily, on est là. La question, c'est quelle application utilisez-vous pendant le voyage? Alors, on va les mettre en 3 catégories. Mais 3 catégories. Pour tout ce qui est hôtel et réservation. Alors là, on ne va pas réinventer la poudre. On utilise principalement Booking, Agoda, et il se trouve que sur la fin du voyage, on a commencé à utiliser Trip.com, que je peux également classer dans le transport. Pourquoi? Parce qu'on a aussi acheté 2 billets d'avion qu'on a réussi à trouver moins cher que sur d'autres comparateurs et d'autres sites via Trip. Et cette application a un avantage, c'est qu'elle reverse un cashback immédiatement après le séjour dans l'hôtel. Donc on a gagné une vingtaine d'euros à peu près. C'est vrai. Sur le peu de réservations qu'on a fait, grâce à l'achat des billets d'avion aussi, qui reversait un bon cashback. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Et sur un voyage de longue durée, lorsqu'on réserve toutes les nuits dans des établissements différents, des points de fidélité ou un cashback peuvent être hyper intéressants dans un voyage. Ça vous permettra à certains moments de dépenser 10, 15, 20 euros de plus dans une chambre pour vous offrir un certain confort, ou tout simplement prendre des chambres pas chères, mais les payer intégralement avec le cashback que vous avez reçu. Donc on a beaucoup utilisé Trip.com sur la fin du séjour. Ça, c'est pour la partie hôtellerie, réservation, et on cède également des reviews sur Google Maps. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit un hôtel sur l'une de ces 3 plateformes, on va également vérifier avant de réserver les plus mauvais avis. Alors on regarde pas forcément les bons, pas les plus récents, on regarde vraiment les plus mauvais pour chercher des avis d'occidentaux. Parce que c'est vrai aussi que parfois on n'a pas le même niveau d'exigence qu'un Indien, qu'un Indonésien, qu'un Thaïlandais. Parfois ils ont des niveaux d'exigence qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres, parfois beaucoup moindres. Les Indonésiens, des fois, ils étaient on a vu en Indonésie des très mauvaises notes pour une chambre d'hôtel parce qu'elle était située trop loin de l'ascenseur. Voilà. Donc voilà, on essaye d'aller vraiment sur les mauvaises notes d'occidentaux pour essayer de se rapprocher le plus possible de nos critères et de nos attentes. Et on cède pas mal de ça pour la vérification. Donc ça, c'était pour le logement. Pour le transport, pour les transports, on utilise dans les villes des applications de transport comme Uber. L'équivalent en Asie, c'est Grab. C'est l'application qu'on a utilisée principalement. Après, dans certains pays, on a utilisé aussi InDrive au Népal. On a utilisé Maxim à Sumatra. Ah oui, c'est vrai. C'est d'autres applications de ce type qui sont souvent très locales. Et vous avez des publicités partout en général, là où ça s'utilise. Donc voilà, regardez un peu autour de vous. Demandez aussi aux locaux. InDrive nous avait été conseillé par rapport à Uber au Népal parce que les tarifs étaient beaucoup plus avantageux et vous pouvez négocier avec votre chauffeur avant de valider la course, ce qui était bien intéressant et utile à avoir. Et ensuite, je vais mettre les outils. Alors, les outils en vrac, ce qu'on utilise, forcément, un convertisseur de monnaie, c'est la base, c'est hyper utile. On utilise également l'application TravelSpend. Avec TravelSpend, c'est surtout Anaïs qui en est la chef. Pour le budget. C'est l'application où on recense tout ce qu'on achète, dépense dans une journée, et ce qui nous permet, à la fin du mois, lorsqu'on fait des bilans, et même pour nous, pour en garder une traçabilité, on sait combien on a dépensé dans chaque catégorie. L'application est très bien faite. Vous avez un camembert qui vous résume
Dans la partie habitation, vous avez dépensé temps, transport temps, loisir temps. Vous pouvez créer vous-même vos propres catégories. Il faut savoir que c'est une application gratuite et payante. La version gratuite vous permet de programmer et d'organiser tout un voyage, mais un seul. Et la version payante vous permet de programmer un tas de voyages différents avec donc plein de budgets différents. Forcément, ce n'est pas la plus utile, je pense, la payante. Vous pouvez vraiment vous débrouiller avec la gratuite sans aucun souci. Je sais qu'il y a d'autres alternatives comme Tricount, comme d'autres applications de ce type-là. Mais nous, en l'occurrence, on aime bien TravelSpan. On aime beaucoup TravelSpan et j'avais acheté la version payante à l'époque parce que c'est une application qui a été développée par une seule personne. Et j'aime bien soutenir le travail de certains développeurs lorsque c'est le cas et que ce n'est pas des grosses sociétés qui ont déjà suffisamment de pain sur la table. Ensuite, en outil, on utilise également PolarStep pour référencer nos déplacements et enregistrer la totalité de notre parcours. Alors, on a commencé à l'utiliser en cours de voyage. Les premières destinations, on n'a pas mis de photos, on a juste enregistré les points sur lesquels on passait. Et sur les dernières, parfois, on met quelques photos, ça nous permet de garder un visu. Dans le même style d'application, on utilise également Steeple. Steeple, pratique, qui est très très pratique, c'est un organisateur de voyage et maintenant un peu plus, je crois même que vous pouvez avoir des eSIM dessus. Et ça, c'est gratuit, Steeple? Steeple est totalement gratuite et elle vous permet de planifier votre voyage jour par jour en rentrant les transports, en ayant un aperçu de la durée des transports entre les destinations que vous rentrez. Et vraiment, c'est une application qui est hyper utile pour nous, particulièrement lorsqu'on la couple avec la réservation d'hôtel. Ça nous permet d'avoir un visu et de se dire que globalement, on devrait être dans telle région à telle date grâce à ça. Parce que lors de notre voyage, nous avons décidé à l'avance des pays que nous allions visiter dans le sens où nous allions les visiter. Ça a été modifié en cours de route, mais on avait globalement un chemin qui était dessiné. Et grâce à cette application, on avait un visu là-dessus. Également, on a en outil, je crois que c'est Organic Map. Organic Map qui est un complément de Google Maps, mais vraiment spécifique à la randonnée. Ça peut très bien être utilisé en ville lorsque vous n'avez pas de connexion et de carte SIM, mais globalement, on a eu des cartes SIM dans quasiment toutes les destinations, à part peut-être Singapour où on restait 3 jours, mais cette ville est connectée en Wi-Fi absolument partout. Les restaurants sont en Wi-Fi, les rues sont en Wi-Fi, les transports en commun sont en Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi gratuite partout, donc on était là aussi connecté et accès à Google Maps. Donc vraiment, on l'a plutôt utilisé pour le côté randonnée parce que vous avez tous les chemins de randonnée qui sont dessus. Ça utilise la base de données OpenStreetMap qui est vraiment complète et qui est participative. Donc chacun rajoute un petit peu lorsqu'il découvre une nouvelle piste, un nouveau chemin, une nouvelle rando. C'est hyper intéressant. Il y a Maps.me qui fait également la même chose et qui a pas mal la cote. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors peut-être aussi pour les transports, moi j'ai utilisé Traveloka, donc je vous mettrai tout en description. Ça m'a servi pour réserver les trains à Java et c'était super pratique comme application. C'est vrai qu'on vous a parlé des transports dans les villes, mais on pourrait parler des transports plus généraux. Pour les avions, les billets de bus, on a utilisé donc Traveloka, on a utilisé EasyBook sur la dernière destination et qui je pense est très très pratique dans d'autres pays aussi d'Asie. On l'a vraiment testé qu'en Malaisie. Mais elle mériterait d'être testée ailleurs. Et après, il y avait les applications de train, mais c'était, par exemple, au Japon, c'était leur application à eux, et en Inde, c'était leur application à eux. Exactement. Mais je vous mettrai tout en description dans tous les cas. Voilà, globalement, je pense qu'on a fait un petit tour des applications qu'on utilise dans notre quotidien de voyage. Google Translate, on ne l'a pas forcément beaucoup utilisé, mais quand on l'a utilisé, c'était bien pratique de l'avoir. Et voilà, c'est à peu près tout. On n'a pas forcément d'application indispensable, mais c'est vrai que tout ça, c'est des petites aides qui font qu'on voyage beaucoup plus facilement aujourd'hui avec un smartphone qu'il y a 60 ans. Qu'il y a même 30-40 ans en arrière, avec des vieilles cartes routières et des cartes SIM pour appeler dans les machines téléphoniques. C'était une autre époque. Quelque chose. Nous, on a quand même cette chance-là d'avoir beaucoup de facilité juste là-dedans. Donc voilà pour la question de Lily. La question de Lily. Allez, on continue avec une et après on va manger et on vous fera la suite des réponses ailleurs. Parce que excuse-nous. Je suis tout le temps fait moi depuis qu'on est rentré, c'est saucisson fromage. On a dit 2 questions. Hein. Deux questions. D'abord, il y a celle de Megan Madou 5271. Ok. Alors, quelques petites questions qu'on aimerait bien savoir. Quelle a été votre destination coup de cœur en Asie, à part Kuala Lumpur et la Thaïlande? Les Philippines pour moi. Ouais, les Philippines. Si on enlève Kuala Lumpur et la Thaïlande, je vais dire les Philippines aussi. Hein. Même en les gardant, Philippines, c'était mon numéro 1 à l'époque où on a fait le bilan des 1 an. Et je le confirme encore aujourd'hui, c'est vraiment le coup de cœur absolu. J'ai adoré la Malaisie, j'ai adoré la Thaïlande, vous l'avez vu d'ailleurs. On nous demande de faire un top sans compter ces 2 endroits. Mais les Philippines, pour moi, c'était vraiment la carte postale absolue, les paysages idylliques. Les gens, ils étaient adorables. Les gens étaient très gentils. Ils étaient rigolos avec leur karaoké. Ils chantent extrêmement bien. N'importe
quel Philippin, vous le prenez, il vous chante aussi bien que Céline Dion. Sauf quand il est sous. Là, quand il est sous, Céline Dion, elle prend un coup. Et s'il faut en mettre un autre pour pas faire comme Manu, je dirais le Cambodge. Moi, ça a été mon coup de cœur, on va dire, de la population, le Cambodge. C'est vrai. Ensuite, quel pays vous a le plus surpris en bien ou en moins bien? Bon, bah alors... Alors, le plus surpris... Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, je m'attendais à ce que le Vietnam... Ouais, moi, non, je m'y attendais pas. Ça faisait déjà 2-3 mois que je disais à Anaïs, j'ai pas envie d'y aller, je le sens pas, je le sens pas. Donc, j'ai pas été surpris. Maintenant, c'est vraiment lui, oui, forcément, qui m'a le plus déçu. Moi, je pensais pas qu'ils étaient aussi sales. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils mangeaient, ils étaient plus sales que les Indiens. Pour moi, hein, de ce que j'ai vu. Et puis surtout, ils étaient très, très désagréables. Ça m'a pas forcément surpris, parce que, comme je disais, je m'y attendais, mais c'était pas forcément agréable à vivre. Là où j'ai eu une vraie surprise, c'est au Japon. Parce que si le Japon a correspondu en bien des points à tout ce que je pouvais imaginer, sur la gastronomie, sur les transports, sur les paysages, sur sa culture, son histoire, c'était tel que je l'avais rêvé. En revanche, le contact avec les Japonais, j'avais pas imaginé ça. Ouais. C'est très très compliqué d'avoir contact avec eux, d'interagir avec eux. Ils interagissent déjà pas énormément entre eux. Ils sont très très réservés, ils sont très renfermés sur eux-mêmes dans certaines situations, dans les transports. Et donc le contact avec les Japonais, des contacts hors commerciaux, je veux dire pas avec le serveur, pas avec le réceptionniste de l'hôtel, sont tous très adorables et serviables lorsqu'ils sont dans leur fonction. Je parle vraiment de rencontres inopinées dans la rue qui peuvent arriver, comme dans de nombreux pays, ça nous est arrivé, pour échanger juste d'où on vient, ce qu'on fait, voilà, des petits échanges comme ça qu'on n'a pas eu au Japon. Après, on peut, Et j'ai été assez surpris parce que je voyage beaucoup en Asie depuis de nombreuses années, et à chaque fois que je découvre un nouveau pays, je retrouve quand même cette racine commune qui est l'avenance, la curiosité, le sourire, qu'on retrouve au Cambodge, qu'on retrouve au Laos, qu'on retrouve en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines. C'est à peu près partout pareil, on va dire. Et là, d'un coup, au Japon, il n'y avait pas ça. Il y avait un petit côté austère, un petit côté froid qui était une grosse surprise pour moi parce que je connais le Japon à travers principalement des mangas. Et dans les mangas, ils parlent beaucoup. Ouais. Et la bonne surprise, je pense, mais vous nous direz, vous aussi, parce que je pense que c'est vraiment pas une destination qui est prévue en général quand ça va en Asie. Moi, la bonne surprise, c'était la Malaisie. Je ne m'attendais pas à adorer autant ce pays. Penang, Malacca, la Malaisie, Kuala Lumpur, bien sûr. Exceptionnellement bonne surprise et un pays très sous-coté. Totalement, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Je crois que c'était couplé avec nous a déçus. Moins bien et moins bien. Voilà, tu as les deux. À peu près tout. Alors, si vous deviez donner un seul conseil à ceux qui préparent un long voyage en Asie, ce serait quoi? Moi, je pense peut-être qu'on a le même, mais... Ne prenez pas 3 trousses de toilette. Non, pas celui-là, on s'en fout. C'était pas celui-là? Non, c'était pas celui-là. Non, mais sérieusement, ne vous chargez pas. Ne vous chargez pas. Moi, j'en ai un autre. On dit souvent quand on part en voyage ou en randonnée, en trek, qu'on emporte le poids de ses peurs. Et je trouve cette expression assez vraie. On a toujours peur de manquer de quelque chose. On va prendre 3 maillots de bain, on va prendre 12 t-shirts, on va prendre 15 caleçons. Au final, des maillots de bain, des t-shirts et des caleçons, vous pourrez en acheter partout. Et vous allez probablement en acheter parce que c'est pas cher, c'est souvent stylé. Ça s'use, donc vous changez vite les trucs. Et vraiment, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit au niveau pharmacologique. On n'a jamais eu de difficulté à trouver des médicaments, si ce n'est peut-être en Inde où il est compliqué de savoir si c'est des vrais ou des faux. On sait pas. Mais pour le coup, il y a le choix. Mais on ne sait pas vraiment si c'est des vrais ou des faux. Vous pouvez trouver du linge, vous pouvez trouver de l'équipement de randonnée, de trek, de sport, de ce que vous voulez, des masques pour la plongée. Il y a des Décathlon de partout. Décathlon a explosé, ils ont conquis la planète. On les a vus au Népal, au Sri Lanka, en Inde, au Japon. On les a vus absolument partout. Donc même votre enseigne nationale de sport, vous pouvez la retrouver dans n'importe lequel de ces pays et souvent moins cher. Donc ne vous chargez pas. Ça, ce serait vraiment le conseil que je pourrais vous donner, surtout sur un long voyage, parce que ça va compliquer vos transports et ça va rendre cette partie moins agréable. Mais sachant que cette partie va se répéter tous les 3-4 jours, toutes les semaines, vous allez devoir vous déplacer. Donc essayez de le faire de façon la plus légère possible. Le Mistral, les gars, le Mistral. On a retrouvé le Mistral. Alors moi, je vous donnerai un autre conseil, c'est soyez flexibles et ne réservez pas vos avions trop à l'avance parce qu'on s'est retrouvé coincé en Inde et si on n'avait pas réservé déjà tous ces avions, on serait parti plus tôt. On serait parti 15 jours plus tôt. Et on était contents les autres fois du coup de ne rien avoir réservé pour partir du Vietnam et partir de Java. La difficulté étant pour vous, comme elle l'a été pour nous, de conjuguer l'organisation, les saisons et les réservations nécessaires. Et ouais. Exemple, les semaines de Noël, la semaine sainte aux Philippines. Chaque pays a un événement, forcément, des vacances particulières. Au Japon, il y a la Golden Week en mai.
Aux Philippines, c'est la semaine sainte. En Thaïlande, c'est la semaine du mois d'avril avec la fête de l'eau. Voilà, chaque pays, il y a ça à prendre en compte. Il y a plein de contraintes en fait. Et je vous rajouterai même de prendre en compte les brûlis. La saison des brûlis, l'agriculture sur brûlis qui nous a vraiment compliqué le voyage lorsqu'on était au Laos et au Népal. Et là, pareil, voilà, de vraiment prendre en compte ça. Mais c'est vrai, comme dit Anaïs, d'essayer de réserver le moins de choses possible pour vous donner la plus grande flexibilité et la plus grande liberté dans vos déplacements, dans vos choix, et de ne pas vous enfermer dans une destination qui peut-être ne vous conviendrait pas. De pouvoir partir si vous avez envie de partir. On comprend que pour des vacances de 15 jours à 3 semaines, on organise et qu'on n'ait pas envie de se prendre la tête aussi parce que c'est nos 3 semaines de détente annuelle, on a travaillé 10 mois pour ça et que le tout inclus parfois peut avoir certains côtés agréables. En revanche, sur un voyage au long cours, évitez le plus possible les réservations, restez libre de vos décisions et de vos mouvements, ce sera le vrai game changer. Et sa dernière question, apparemment, c'est la plus importante parce qu'elle a mis « et surtout ». Ok. Est-ce que vous avez goûté le fameux durian? Oui. Ouais, c'est pas bon. J'ai failli vomir. On n'a pas aimé. On n'a pas filmé notre goût, voilà. C'était Maninjao. C'était à Sumatra, à Maninjao, et on dormait dans un petit hôtel super sympa. Donc le propriétaire débarque avec un durian. Ah, c'était un locataire. Il adorait. Oui, c'était un Australien. Mais c'était le pote du propriétaire. Ouais, c'était copain. Il arrive. Allez, venez, on goûte le durian. Bon, on a goûté, mais horrible. C'est pas notre goût, voilà. C'est à vomir par terre. Ça t'a pas plu? C'est dégueulasse. Voilà, c'est horrible, vraiment. Et ils en font à toutes les sauces. Vous avez des glaces au durian, des confitures de durian, ils sont passionnés de ça, des sandwichs au durian, ça du durian chaud, dans la du durian froid. partout. C'est la nourriture des orang-outans. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Sumatra, il reste encore des orang-outans. C'est l'île où il y a le plus de durian. Et voilà, c'est de la nourriture pour animaux, c'est pas pour nous, quoi. Arrête. C'est horrible, c'est horrible. Allez. Alors, dernière question pour le moment, parce qu'il va falloir qu'il aille manger apparemment. Là, je me suis fait avoir, parce que la dernière question, c'était la dernière. Non, on a dit qu'on répondait à 2 questions de 2 personnes. On a fait 3 questions d'une personne. Alors, André Juvet. Salut André, on n'a pas dit bonjour à tout le monde d'ailleurs. Salut Lily, salut Mégane, merci tout le monde. Quel pays, alors il a mis un S à pays, quel pays en Asie vous a le plus fasciné et intrigué? Il y a toujours un S à pays. Non, mais il a mis un S à quel, pardon, autant pour moi. Quel pays vous a le plus fasciné et intrigué? Quel pays en Asie vous a le plus réchauffé le cœur et le corps? Quel pays vous avez le mieux apprécié vos déplacements et la nourriture? Alors, fasciné et intrigué, moi, fasciné, je dirais l'Inde. Ce pays m'a fasciné. Si on doit vraiment répondre en fonction des termes que tu as employés, donc fascination et intrigue, l'Inde. Incompréhensible ce pays. On y est resté 3 mois, j'ai encore des questions en suspens. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Oui, c'était une expérience à faire. Mais la claque culturelle qu'on peut prendre en Inde, elle est incomparable avec aucun autre pays. Même le Japon, qui est carrément un extrême de l'opposé extrême de la France. Nous, d'ailleurs, le 10 septembre, on va manifester. Voilà. On est chaud. Ce genre de truc. Au Japon, c'est vraiment une différence culturelle énorme. Mais l'Inde, c'est un mystère, ce pays. C'est une planète dans la planète. Ouais, voilà. Donc, le plus fascinant, l'Inde. Alors, celui qui nous a le plus réchauffé le cœur. Moi, le cœur, c'est le Cambodge. Bon, le corps, il faisait vachement chaud aux Philippines. Vraiment. C'est vraiment juste pour la chaleur. En Inde, il faisait 40 degrés à Varanasi. Et il faisait 48 degrés à Varanasi lorsqu'on était en Inde également. Mais je pense que la façon dont tu poses la question, c'est vraiment le pays qui nous a le plus touchés. Moi, c'est le Cambodge. Très difficile de différencier pour moi le Cambodge du Laos. Pour des histoires similaires, pour une culture similaire et pour des peuples qui sont très différents. Les Laotiens sont un peuple de montagne, beaucoup plus dur, beaucoup plus rude. Mais très gentil, attention. Je ne veux pas dénigrer les Cambodgiens non plus en mettant trop en valeur les Laotiens, mais enfin, il y a des très fortes différences entre ces 2 cultures. Et pourtant, leur histoire et leur résilience, elle est commune et elle est magnifique. Donc les 2 m'ont touché vraiment autant, que ce soit le Laos avec tous ces restes de bombes, c'est un des pays les plus bombardés. On en a parlé dans les vidéos de Nongkhia, on a adoré découvrir leur triste histoire. Le petit village, et en même temps le mignon. Cambodge avec le régime des Khmers rouges, ce que fait actuellement la Chine. C'est les 2 pays qui nous ont le plus touchés et dont la population nous a le plus touchés vraiment, et pour laquelle on a eu le plus gros coup de cœur et affect de ce voyage, je pense. Alors, celui où vous avez le mieux apprécié les déplacements et la nourriture. Alors, transport public, scooter. Alors, les déplacements, je dirais le plus facile, le plus simple, c'était la Malaisie. On a assez peu conduit, mais pour avoir conduit autour de Cameron Island, le réseau routier est incroyable. Ouais, c'est vrai. Qualitatif, le marquage au sol est très bien. Les Malaisiens respectent très bien leur code de la route.
Je ne me suis pas senti une seule fois en danger en Malaisie sur la route, en opposition à l'Indonésie et particulièrement Java. Ouais, où c'était compliqué par contre. Là, on risquait notre vie tous les jours. Je dirais que l'endroit le plus safe pour conduire, c'était la Malaisie. Maintenant, la Thaïlande. La Thaïlande, hein, ça reste toujours dans les... Disons que la Thaïlande, ce qu'il faut faire attention, c'est à nous. C'est aux autres étrangers en période touristique comme février-mars, janvier même. Vous avez énormément de touristes, beaucoup louent des scooters pour la première fois, ne sont pas à l'aise, font un peu n'importe quoi. Donc le danger vient plus des Occidentaux que des Thaïlandais eux-mêmes. Parce que les Thaïlandais, à l'âge de 6 ans, ils conduisent à 8 sur le scooter, il n'y a pas de souci. Scooter, en montée, en descente, en cross, en ce que vous voulez. Et ils roulent bien. Je trouve qu'ils roulent vraiment bien. Et également ceux qui ont des voitures. Parce que ça, on a pu le remarquer. L'accès à un véhicule, aujourd'hui en Thaïlande, c'est quelque chose de très courant. À l'époque, c'était réservé à une certaine classe de la population. Il y a une quinzaine d'années, c'était quand même assez cher. D'où le succès des 2 roues en Asie. C'est que le véhicule, c'est vraiment l'achat d'une vie. On le voit dans l'attention et le nettoyage qu'ils font de leurs véhicules, qui sont toujours impeccables. On sent que le véhicule, la voiture, c'est un achat important, c'est un achat conséquent. Et en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, on sent qu'ils roulent vraiment avec précaution. À l'inverse, en Indonésie, la voiture, c'est une location qu'on fait pendant les vacances, sans vraiment trop savoir conduire, avec assurance ou sans assurance. Et ça part un peu dans tous les sens, c'est beaucoup plus dangereux. Donc la Thaïlande, comme la Malaisie, je dirais que c'est OK pour la conduite. Et pour la nourriture, la Thaïlande, c'est de la bombe. La Thaïlande, c'est vraiment trop bon. Et en plus de ça, ils reçoivent du tourisme depuis 60 ans. Donc, ils savent très, très, très bien faire à manger leur propre gastronomie. Mais ils savent également vous faire ce que vous voulez. Vous voulez des œufs bénédicts, vous voulez une entrecôte à partir du moment où vous voulez des pâtes carbo, il y a des pâtes carbo. Ils vous font tout. Et ils savent tout faire. Et ils savent le faire. Des pizzas, des burgers, des kebabs, si vous voulez de la street food. Ils font tout très très bien en Thaïlande, mais j'aime beaucoup la Malaisie pour sa diversité. C'est-à-dire que dans la même journée, vous pouvez déjeuner le matin indien, manger chinois le midi. Ah oui, c'est vrai. Et ça, sans forcément vous déplacer particulièrement, c'est vraiment que le pays a cette fusion de 3 cultures. Et on le ressent à travers la nourriture, quoi. Et il y a même des mélanges qui s'opèrent avec de la cuisine chinoise un peu plus épicée parce qu'elle est en contact avec la communauté indienne. Et voilà, c'est vraiment ça sur ça. Le shawarma, il est bon. Hein, le shawarma était très très bon. Le kebab de Damascus, bref. La Malaisie, très très bon aussi. Bon, moi, je dirais Japon. J'ai jamais mangé des sushis aussi bons de toute ma vie. J'avais oublié le Japon, là. J'ai pris 18 kilos, les gars, j'ai pris au Japon. Donc forcément, voilà, nourriture, le Japon, les ramen. Oh, le ramen de Nara, je m'en souviendrai toute ma vie. On est allé manger des ramen à Marseille, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, on ne peut pas tout avoir. Ah, on a le soleil. Bon, on va manger, on se retrouve après. On va manger, on va aller écouter les cigales à la colline. Allez, à plus tard pour la suite des questions. Allez, on se retrouve pour la suite des questions. On a mangé du saumon, les gars. On a mangé du saumon, on n'a pas fait les porcs, mais du saucisson quand même. Allez. On se retrouve dans Marseille, en plein centre-ville. On doit aller dans une boutique que j'aimerais remercier d'ailleurs ici parce que clairement, c'est une des rares qui nous permet d'essayer du matériel de qualité. C'est vrai. C'est le Vieux Campeur. Je pense qu'il n'y en a pas énormément en France, des vieux campeurs, et c'est cool d'encourager ce genre de commerce. Parfois, la différence, elle est que de quelques euros avec Amazon. Souvent, ils sont alignés, moi, je trouve bien les prix. Niveau conseil, niveau pouvoir essayer les choses tout simplement, c'est un vrai luxe. Et ils sont vraiment top. Et c'est là où on se rend parce qu'on a besoin d'un peu de matos pour l'Amérique du Sud. Mais allez, en avant pour les questions. Alors, il nous reste Nomad Coach qui nous demande qu'est-ce qu'il y a comme arnaque en Asie. Là, globalement, je dirais tout ce qui est lié au taxi et au transport. Voilà, être un peu plus vigilant sur les tuk-tuk, les transports, surtout dans les zones touristiques. Il peut éventuellement arriver des arnaques via les sites de réservation. On a croisé des voyageurs qui ont eu parfois un souci, c'est assez rare. Et de toute façon, que ce soit Booking, Airbnb ou Agoda, il y a quand même moyen de se faire rembourser après. Mais ça peut arriver. Non, je dirais vraiment être vigilant. En général, c'est les rois. Hein. Voilà, tuk-tuk, taxi, c'est clairement les rois de l'arnaque, du compteur qui ne tourne pas, de la surtaxation, de tout ce genre de trucs. Mais sinon, globalement, il n'y a pas d'arnaque en particulier. Non. On n'a rien à pas plus que ça, quoi. Vietnam est une arnaque sur place. Voilà. Même les scooters, avant, il y avait parlé des arnaques aux scooters, on n'a eu aucun souci en Thaïlande et tout. Non, vraiment, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il peut y avoir arnaque. Prenez bien en photo vos scooters avant de les louer. Mais... Au Vietnam, vous avez l'arnaque dans les restaurants. Quand on vous voit arriver, on change les menus ou on vous donne un menu avec une tarification qui est différente de celle des locaux. Voilà, il y a ce genre de trucs, mais principalement ça tourne quand même autour du taxi et transport, la plupart des arnaques, donc toujours être un peu plus vigilant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous malhonnêtes, au contraire, il y en a des très très bien. Voilà, juste faire un peu plus attention à ce niveau-là.
Alors, on a Fouille Notre Monde qui a posé, alors c'est sur Instagram et YouTube, c'est un peu mélangé, qui nous dit si vous deviez vous installer en Asie, ce serait dans quel pays, ville? Bon, il n'y a pas 36 choix, on peut en donner 2-3? Moi, je peux donner 2 réponses différentes en fonction de l'âge et des besoins. Si vous avez un énorme capital d'argent et que vous n'avez plus la nécessité de travailler, ou alors que vous avez des appartements en location qui vous génèrent suffisamment de revenus, moi, j'opterais pour les Philippines. Si je n'avais pas la nécessité de générer un revenu. Maintenant, à notre âge, on est encore jeune, si on veut s'installer à l'étranger et avoir des opportunités professionnelles pour pouvoir engranger des revenus et avoir un confort de vie, je dirais Kuala Lumpur, là où nous étions, c'est vraiment la ville de tous les possibles. J'ai vraiment l'impression qu'il y a possibilité de faire énormément d'argent, quel que soit le projet, et énormément de réseaux. J'ai l'impression que beaucoup de monde de la planète se rejoint là, il y a une énergie entrepreneuriale, il y a quelque chose de particulier à Kuala Lumpur. Et si je devais m'y installer pour gagner de l'argent et pour... C'est vrai que ça, j'avais souvent entendu, il y a un moment en parlant de New York, et nous, on va vous en parler comme ça de Kuala Lumpur. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si j'étais déjà très riche, que j'avais plusieurs appartements en gestion et ce genre de choses, j'irais m'installer les pieds en éventail à Siargao et je profiterais du plaisir de vivre sur une île paradisiaque. Voilà, bon, moi, je vais vous dire Sikiror, voilà, Philippines, et sinon Kuala Lumpur, on est d'accord. Tu penses à travailler un peu quand même? À mon avis, toi, tu avais prévu que Sikiror comme réponse. Allez, c'est pas vrai. Bon, on va essayer chaussures, les gars. Bon, allez, on vous répond plus tard aux autres questions. Allez, on est de retour de notre petite mission du jour. Et du coup, on va terminer cette FAQ avec une série de questions. Alors, la première, donc, c'est Étoile du Berger 3058. Ok. Nous n'avons pas de permis moto et nous ne roulons jamais en scoot. J'aimerais savoir si ça roule juste en tournant la poignée ou s'il y a des VTS comme sur une moto. Ben, il y a les deux. Il y a possibilité de louer donc, des scooters automatiques, mais également des scooters à vitesse. C'est à vous de voir avec ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Forcément, si vous n'avez jamais conduit de moto, je pense que vous serez plus à l'aise avec un scooter automatique. Et c'est ce que vous trouverez majoritairement le plus facilement. Il est vrai que dans certains pays, comme le Vietnam et certaines régions du Laos, il est plus compliqué de trouver des automatiques que des manuels. Mais globalement, ça reste accessible dans toute l'Asie. Et il demandait pour le permis aussi? Non, là c'était juste pour savoir la poignée, accélération, Il y a les deux. Il y a les deux en 100 cm3, en 150 cm3. 155, 160 155, 160, il y a différentes cylindrées, mais dans tous les cas, vous avez des automatiques et également des boîtes manuelles. Voilà. Alors ensuite, j'ai mis les deux parce que vous nous posez grosso modo tous les deux la même chose comme question. Caparros Pierre et Rolf Diensten. Ils nous disent, alors question matos, avec quoi vous filmez vos vidéos? Donc ça, on vous renvoie à la vidéo, je mettrai en lien Transit Koh-Lanta. On avait répertorié toute notre matos. Est-ce que c'est pas trop handicapant de tout trimballer? Et combien ça pèse? Est-ce que c'est pas trop encombrant? C'est ça un petit peu les questions. Handicapant, bien sûr, c'est toujours un poids supplémentaire, c'est un sac supplémentaire et c'est surtout une responsabilité supplémentaire qui fait qu'on est tout le temps avec notre sac à dos. Et au niveau du poids, je dirais qu'on est à peu près chargé avec l'ordinateur, les câbles, les batteries. Vraiment, quand on est en déplacement, on va dire, on est aux alentours de 7-8 kg chacun. 7-8 kg chacun. Alors, on était plus gros au début, mais on avait 2 objectifs en plus. Moi, je frôlais quasiment les 10 kg. On est retombé à peu près 7 kg à peu près chacun parce que la plupart des compagnies aériennes nous limitaient également à 7 kg. Donc, on sait que voilà, le sac complet, on est aux alentours de 7. Et oui, effectivement, c'est un peu contraignant parfois d'avoir ça à se trimballer. Alors, et enfin, les dernières questions de Coralie. Le pays-région le plus sauvage, authentique, avec le moins d'attractions touristiques? L'Indonésie, parce qu'une fois qu'on enlève Bali et l'île de Java, il y a encore des dizaines, des centaines d'îles qui sont inexplorées, enfin inexplorées par les touristes du moins, et un peu comme Sumatra, qui pour moi était la destination la plus authentique dans le sens où on s'est senti vraiment les seuls occidentaux de l'île. Et où le contact avec les habitants était encore très authentique. Ouais, moi j'ai trouvé que les Laotiens étaient vachement authentiques. Ouais, mais il y a quand même beaucoup plus de tourisme là-bas. Exact. Pas trop nostalgique de la fin de l'Asie? Un peu. Un peu, ça manque. Mais pour l'instant, ça va. On est encore un peu dans l'euphorie de retrouver la famille, les amis et tout. Donc on n'a pas de manque. Et surtout, comme on sait qu'on repart, on n'est pas dans la nostalgie. Je pense qu'à la fin du voyage, ce sera une nostalgie globale, on va dire. Alors là, nous demande quel pays on mange le mieux, mais on a répondu tout à l'heure. Ouais. Le top 3 des plus belles plages? Bon, là, sont aux Philippines. Philippines, moi j'ai bien aimé les plages de Port Barton, les plages de Sikiror, les plages qu'on a eues sur l'excursion entre Coron et... Ah oui, indétrônable. En termes de plage, voilà, la carte postale, c'est aux Philippines. Après, il y en a de très belles en Thaïlande.
Mais les Philippines, c'est un cran au-dessus quand même. Y a-t-il un pays ou un endroit dans lequel vous vous êtes senti en insécurité? Moi, j'ai ri quand j'ai eu cette question. Moi, non, nulle part. En arrivant à l'aéroport à Nice, vous savez ce qu'on a entendu première fois depuis 1 an et demi qu'on entend ça? Si vous souhaitez passer un bon séjour à Nice, pensez à garder vos sacs à côté de vous et de bien les fermer avec les fermetures. Ouais. Non, vraiment aucun pays en insécurité en particulier. Même l'Inde, dans les endroits où c'était un peu bondé de monde. Une fois, c'est arrivé, le quartier était très chaud. Je ne sais plus si c'est Jaipur ou Jodhpur pour aller à la gare, mais on ne s'est pas senti jamais senti. Ça va arriver, ça, vous inquiétez pas, on va avec la Chine. Et la dernière, le retour à Marseille pour quelques semaines avec la suite, choc culturel adversé? Non. Ça va. Choc tout court, mais pas culturel, parce que c'est notre culture, c'est Marseille, ça reste dans notre cœur, on est comme ça. Donc on n'a pas ce choc culturel. En revanche, on a pas mal de chocs, effectivement. Ouais. On se rend compte à quel point Marseille est pauvre. C'est vrai. Par rapport à de nombreux pays qu'on a fait qui sont censés être en développement ou qui sont censés carrément être pauvres. Ben, on paraît plus pauvre qu'eux et on l'est, clairement. On sur sent les infrastructures et tout, c'est... Je sais pas, j'ai un regard plus lucide sur Marseille aujourd'hui. Je me rends compte à quel point cette ville manque d'infrastructures, de moyens, de développement, d'investissement, de qualité de vie. C'est Marseille, je l'aime, mais elle fait vraiment de la peine, la ville, et surtout les habitants dans les situations de précarité dans lesquelles ils se trouvent ici. Les logements insalubres, là, ces vieux bâtiments marseillais. On voit qu'il y a des... Vraiment, on a ressenti ça, ne serait-ce que dans le métro. On est sorti du bus depuis l'aéroport. On est arrivé à la gare Saint-Charles, on a pris le métro à Marseille. Métro pas climatisé, vieillot, dans un état de délabrement, les vitres défoncées. Et on s'est retrouvé là-dedans à se dire, putain, en fait, il n'y a pas un métro en Asie qui n'était pas nickel, qui n'était pas climatisé, qui n'était pas propre, qui n'était pas agréable à prendre. Et ce qui fait que les gens empruntent plus facilement les transports en commun lorsqu'ils sont en Asie. Alors que nous, on a le métro à Marseille, mais qui veut prendre ce métro qui déjà dessert assez mal la ville, qui est dans un état lamentable. Et au final, on est une ville avec moins d'1 million d'habitants, et pourtant les embouteillages ici sont hallucinants. Alors qu'à Kuala Lumpur, c'est 8 millions, 9 millions d'habitants. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait d'embouteillages, pas de klaxons. Voilà, c'est plus un choc à ce niveau-là, mais pas forcément culturel, parce qu'on se sent quand même marseillais et qu'on se sent quand même chez nous. Donc on n'est pas dépaysé d'être chez nous, mais on est assez consterné sur de nombreux points de l'état dans lequel est devenu notre pays. Et c'est triste, ça fait un peu de la peine de voir qu'on est en train de devenir le nouveau tiers-monde en quelque sorte, et que la plupart des pays asiatiques qu'on a visités, soit ils sont en avance sur nous, soit ils sont en voie de nous rattraper. Oui, tout à fait. Et tant mieux pour eux, attention, hein, c'est pas une critique à leur égard. Moi, je suis vraiment content que les peuples asiatiques, qui ont longtemps été considérés comme l'usine du monde, aujourd'hui s'émancipent de ça, gagnent en confort de vie, et c'est très bien pour eux. C'est juste que j'ai l'impression que l'Europe est en train de sombrer, que la France est en train de sombrer, et que Marseille, qui a toujours été une ville, même si elle est cosmopolite, même si elle a plein de richesses, c'est quand même une ville qui a énormément de pauvreté, un taux de pauvreté énorme. Et là, je la vois de façon la plus crue qui soit. Voilà. Ça, c'était un peu ce choc-là du retour. Voilà, je crois qu'on a terminé avec cette FAQ, cette vidéo bonus. Encore une fois, vous avez bien vu, on vous a rien montré. Il en reste donc 2 ou 1 en fonction de quand celle-ci va sortir, si elle sort après ou avant Allo. Voilà, on espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. On va faire une petite pause sur les FAQ. Je pense qu'on reprendra ça quand on sera en cours de voyage sur l'Amérique du Sud. C'est quand même des vidéos compliquées à monter. Et puis je pense qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. Je crois que j'ai tout récupéré, Voilà. Du coup, merci pour l'intérêt que vous avez porté à la préparation de cette vidéo et à toutes les questions que vous nous avez posées, parce que sans vous, pas de vidéo. On espère que nos réponses vous ont satisfait et que vous avez pu y trouver les informations que vous cherchiez. Sachez que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire, en message privé, sur nos réseaux sociaux ou sur YouTube, peu importe. On se fera toujours un plaisir d'y répondre, surtout en ce moment. On travaille un peu moins niveau vidéo. Sur ce, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve pour la prochaine. Salut! Ciao, ciao!